Mesdames, Messieurs qui nous fait l'honneur de participer à ce webinaire, cette séance de discussion et d'échange de ce jour. Je vous souhaite la bienvenue. Ça sera fait de façon plus formelle par les personnes qui sont organisateurs. Pour nous permettre à tous et à toutes de bien nous entendre, je vous prie de fermer vos micros, ce qui permettrait à tout le monde de pouvoir entendre sans interférence. Je vois même qu'il y a une qui bouge dans sa voiture apparemment, donc nous lui souhaitons bonne route et je suppose qu'elle ne conduit pas, donc, et qu'il pourra nous entendre en toute sécurité. Donc, je voudrais tout simplement vous remercier pour votre présence en cette matinée où nous avons une discussion organisée par le CRES avec un thème assez significatif, j'allais dire, pour tout Sénégalais. Quel levier pour agir sur les environnements alimentaires pour un accès universel à des régimes alimentaires sains au Sénégal? Il y a une certitude que je peux affirmer, moi je ne suis pas un scientifique, mais je peux dire que tout le monde mange. Ça, c'est une vérité éternelle. Tout le monde sait manger. Je crois que c'est aussi une vérité. Et personne n'a besoin d'apprendre à manger au départ. Donc ça, je pense que également, ce sont des vérités très primaires, très empiriques qu'on regarde. Mais s'il y a des gens qui se sont spécialisés dans justement la nutrition, dans l'alimentation, etc., ça veut dire peut-être que il y a une façon de manger, qu'il y a peut-être des différences dans l'appréciation de ce que nous mangeons, qu'il y a une différence dans la réception même de ce que nous mangeons et qu'il y a même une différence qui serait liée au fait qu'on soit homme ou femme dans la façon dont nous mangeons, dont nous percevons la nourriture. Il est évident cependant que nous faisons, nous autres Sénégalais, Africains, beaucoup, c'est certainement des résultats de la colonisation, beaucoup de blagues sur nous-mêmes en ce qui concerne la nourriture, puisque nous avions l'habitude de dire quand on était enfant, et je pense que ça se dit toujours, ventre plein, petit nègre content. Ce qui veut dire que finalement, le colon nous avait réduit à être un ventre et que le nègre, il suffit simplement de remplir son ventre pour pouvoir lui faire ce que l'on veut et qu'il était content. Et je pense que nous-mêmes, nous avons reproduit ça d'une certaine façon, puisque finalement, nous nous soucions tellement peu de ce que nous mangeons que nous estimons que tout ce que ne tue pas engraisse. Tout ce que ne tue pas engraisse, voulant dire que nous apportons dans notre corps n'importe quoi pourvu qu'on ne meure pas. Même si on oublie que la mort peut être différée justement à cause de ce que nous apportons. Enfin, tout ça, c'est des questions sur lesquelles les scientifiques ont évidemment des positions beaucoup plus élaborées puisque fondées sur des données empiriques et sur la recherche. Et donc, nous avons le plaisir d'accueillir des scientifiques, des chercheurs qui travaillent sur ces questions-là. Je vais tout à l'heure donner la parole au Dr Fatou Cissé du CRES, qui va vous souhaiter la bienvenue au nom du professeur Abdoulaye Diagne, qui lui-même me semble alité, comme moi-même je l'étais d'ailleurs, je le suis d'ailleurs jusqu'à présent. Et donc, après le professeur Diagne, je vous donnerai la suite. Après le professeur Fatou Cissé qui va parler au nom du directeur de CRES, je vous donnerai un peu la suite du programme. Donc, docteur Fatou Cissé, je vous donne la parole pour souhaiter la bienvenue aux personnes qui ont bien voulu être présents aujourd'hui à ce webinaire qui, je vous le rappelle, est enregistré. Et il vous rappelle un peu de fermer vos micros, comme je l'ai dit tout à l'heure, et jusqu'à présent, ça se passe bien. Docteur Fatou Cissé, vous avez la parole. Merci beaucoup, M. Mademba. Bonjour à tout le monde. C'est avec un grand plaisir que nous vous souhaitons la bienvenue à ce webinaire qui porte sur le thème « Quel levier pour agir sur les environnements alimentaires pour un accès universel à des régimes alimentaires sains ». Ce webinaire s'inscrit dans le cadre d'une série de webinaires qui a été initiée il y a quelques années de cela, à la suite de la mise en œuvre du projet GROW, de croissance économique et développement économique de la femme en Afrique de l'Ouest, qui est une initiative
du CRES avec le CRDI, l'ONIFAM et des think tanks basés en Afrique de l'Ouest qui travaillaient à chercher des solutions innovantes sur les questions d'autonomisation économique des femmes. Ce webinaire est consacré à une question cruciale sur la santé, qui est notre développement et notre avenir collectif, qui vise à comprendre comment transformer nos environnements alimentaires pour garantir un accès à des régimes sains et équilibrés. Depuis plusieurs décennies, nos modes d'alimentation évoluent rapidement dans le monde et cela facilite l'accès, mais également à des conséquences sur nos santé en termes de malnutrition, mais aussi en termes de développement des maladies non transmissibles. Et c'est dans ce contexte que le CRES, avec l'appui financier du CRDI, met en œuvre ce projet pour lequel nous allons partager les premiers résultats de ce projet. Et si on voit le cas du Sénégal aujourd'hui, il y a ce qui se passe dans le monde dans ce contexte, c'est le même. Il y a beaucoup de problèmes de dénutrition, de carence, des problèmes de surpoids, de maladies non transmissibles liées à l'alimentation. Et ce constat rappelle l'urgence d'agir sur l'ensemble du système alimentaire, depuis la production, la consommation, pour créer des environnements favorables à des choix alimentaires sains. C'est pourquoi c'est tout ce qui justifie ce projet. Et ce webinaire nous donne l'occasion de réfléchir à mieux comprendre les interactions entre les pratiques alimentaires, les facteurs économiques, sociaux et le genre, puisque ce sont les femmes qui ont en charge la cuisson dans nos pays. Ça nous permet aussi de valoriser les données nationales, notamment celles issues de la table de composition des aliments qui sera présentée tout à l'heure. Aussi devoir réfléchir ensemble comment promouvoir des régimes alimentaires sains et au niveau local, c'est-à-dire à partir des outils et pratiques dans le contexte sénégalais, et de partager les premières recommandations issues des travaux du projet, puisque c'est un projet qui est en cours. Nous vous remercions de vous joindre à nous pour cette réflexion et partage de connaissances, et vous souhaitons la bienvenue là où vous vous connectez. Merci à tout le monde, mesdames et messieurs. Merci beaucoup, Dr Fatou Cissé, pour donc ce survol de ce que c'est que ce programme, de ce que vous attendez, enfin, des résultats même que vos collègues vont présenter tout à l'heure. Et comme vous l'avez dit, donc, nous aurons trois présentations. La première sera faite par Dr Fanta Silla, qui est économiste et qui est au CRES sur pratiques alimentaires, normes de genre et inégalités de santé au Sénégal. J'avoue que en lisant ça, je me suis dit, Ndeketeo, on ne mange pas de la même façon quand on est homme ou femme. Et je pense que ça sera assez intéressant d'écouter les conclusions de Mme Silla sur ces questions-là. Ensuite, le professeur Nicolas Ayessou, qui est biochimiste alimentaire à, à l'École supérieure polytechnique, lui va nous parler de table de composition des aliments du Sénégal. Je pense que c'est toujours intéressant pour ceux qui le peuvent de savoir ce qu'on mange. Je pense que ça fait partie des informations essentielles qui devraient nous guider, mais que nous ignorons parfois, soit parce que nous n'avons pas accès, ou bien parce que nous ne savons même pas qu'il y a des compositions différentes qui font que tel aliment vaut mieux que tel autre, etc., etc. Donc, je pense que ça nous permettra également d'avoir un goût de ce qu'il faut rechercher quand on décide de manger un produit quel qu'il soit. Et ensuite, évidemment, Dr Ahmed Diagne, qui est enseignant-chercheur en diététique et nutrition, à l'École supérieure d'enseignement technique et professionnel. Lui nous parlera du patrimoine culinaire et nutritionnel au Sénégal. Je pense que là également, nous tous, nous pensons tout savoir sur le patrimoine culinaire. Si nous n'y prenons garde, évidemment, nous risquons d'avoir de drôles de surprises en croyant que notre patrimoine actuel, c'est le seul patrimoine, alors qu'on a une richesse culinaire extraordinaire par rapport à la façon dont nous mangeons et par rapport à ce que nous mangeons. Je peux dire moi-même,
Il y a très longtemps, pour ceux qui ont mon âge, il y a eu une pénurie de riz au Sénégal où les gens mangeaient des macaronis. Et moi, c'est à ce moment-là que j'ai découvert le tchébou tchakar. C'est le riz au nénuphar qui est mieux que le riz au poisson et que moi, j'adore jusqu'à présent, même si je vois de moins en moins de personnes capables de faire du tchébou tchakar. Et c'est ça un peu le problème dans ce pays-là. On se contente de ce qui est facile et on oublie ce qui était bon avant. Donc, Docteur Fantasilla, je vais vous donner la parole pour nous parler de pratiques alimentaires, normes de genre et inégalités en santé au Sénégal. Donc, Madame Fatou Ndiobé Sylla, de toute façon, vous qui suivez ces gens, vous le connaissez mieux que moi. Elle est chercheure, elle est chercheure au CRES. Elle est docteur en économie de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Elle coordonne le projet Agir sur les environnements alimentaires pour un accès universel. Donc, on peut dire un peu, c'est elle la gourou de cette recherche qui est en train d'être faite par le CRES. Et ces recherches portent sur la protection sociale, le système alimentaire et la santé pour essayer de contribuer à orienter les politiques publiques et à promouvoir des régimes alimentaires sains et inclusifs en Afrique et au Sénégal. Je lui souhaite bien du plaisir parce que faire des politiques publiques fondées sur la science, ça fait partie des difficultés majeures que nous avons, je crois, dans nos pays, où malheureusement, ceux qui font les politiques publiques ne vont pas toujours vers les sachants, vers les scientifiques pour leur demander des conseils lorsqu'il s'agit de faire des politiques publiques, notamment en matière de nutrition. Donc, sans tarder, Docteur Fantasilla, veuillez nous parler des pratiques alimentaires, normes de genre et inégalités de santé au Sénégal. Madame, vous avez la parole. Merci beaucoup, Monsieur Ndiaye. Merci de m'avoir donné la parole. Alors, ma présentation porte sur les pratiques alimentaires, les normes de genre et les inégalités de santé au Sénégal. Donc, nous avons constaté qu'en Afrique subsaharienne, les femmes sont plus souvent touchées que les hommes par les différentes formes de malnutrition et les maladies non transmissibles. Si on considère, par exemple, les carences en micronutriments tels que le fer, le calcium, la, la, la vitamine A, on constate que les femmes sont plus touchées que les hommes. Il y a par exemple une étude qui a été menée par la FAO en 2019 et le CRES en 2024 qui montre que l'anémie concerne près de la moitié des femmes en âge de procréer, alors que chez les hommes, l'anémie concerne 25%, c'est-à-dire un quart. En ce qui concerne les maladies non transmissibles qui sont liées à l'alimentation ainsi que leurs facteurs de risque, il s'agit par exemple de l'hypertension artérielle, du diabète, du surpoids, de l'obésité. Les femmes sont 2 à 3 fois plus touchées que les hommes par ces maladies. Par exemple, au Sénégal, il y a 40% des femmes adultes qui sont en surpoids contre 20% chez les hommes. Pour la prévalence des maladies non transmissibles, on constate que ce sont les femmes qui sont plus touchées par l'hypertension ou l'obésité, alors que les hommes restent plus affectés par les maladies non transmissibles qui sont liées, par exemple, au tabagisme ou à la consommation d'alcool. Donc, ces constats soulèvent la nécessité de comprendre comment les normes de genre et les pratiques alimentaires des hommes et des femmes accentuent ces inégalités. Donc, une telle compréhension nous permettra d'identifier les leviers sur lesquels on pourrait agir pour améliorer les régimes alimentaires et faire face à la montée de la prévalence des maladies non transmissibles, notamment chez les femmes. Nous avons choisi le Sénégal pour mener cette étude parce que c'est un pays qui présente le même profil que la plupart des pays en Afrique subsaharienne où les femmes sont davantage touchées par les carences en micronutriments et les MNT que les hommes. Donc, pour mener cette étude, nous avons mené une enquête qualitative auprès de groupes d'hommes et de femmes dans les différentes régions du Sénégal. Nous sommes allés, par exemple, au nord, à Saint-Louis, à Matam. Nous avons aussi interrogé des groupes d'hommes et de femmes dans le sud, à Ziguinchor, à Kolda. Dans le centre du pays également, nous avons interrogé des groupes d'hommes et de femmes pour comprendre un peu leurs pratiques alimentaires et identifier les raisons pour lesquelles il y a ces inégalités.
Donc, quelques résultats saillants sont ressortis de cette enquête. Le premier résultat est que les pratiques alimentaires des femmes en elles-mêmes représentent un risque majeur de malnutrition et de maladies non transmissibles. Donc, l'enquête nous a permis de comprendre que l'alimentation des femmes, comme celle des hommes, d'ailleurs, est dominée par des aliments riches en calories, tels que le pain, le riz, l'huile et le sucre, et très pauvres en aliments nutritifs tels que les fruits, légumes et les sources de protéines. En plus de cela, il existe des inégalités intrafamiliales qui accentuent les carences en micronutriments chez les femmes. Dans la distribution du repas familial, les meilleurs morceaux des aliments les plus nutritifs sont souvent réservés aux hommes. Les femmes reçoivent une petite partie, les moindres parties, ce qui accentue leur exposition aux carences en micronutriments. On a aussi constaté que ce n'est que lors de la grossesse ou l'apparition de complications de santé que les femmes prêtent une meilleure attention à leur alimentation et améliorent leurs pratiques alimentaires. Le deuxième résultat qui est ressorti de cette enquête est que la dépendance économique des femmes constitue un frein à une alimentation nutritive. La plupart des femmes que nous avons interrogées n'ont pas d'activité génératrice de revenus et ont reçu un faible niveau d'éducation, ce qui limite leur autonomisation économique. Donc, ces femmes sont souvent obligées de se conformer aux décisions du pourvoyeur qui définit le budget alimentaire du ménage, ce qui réduit l'autonomie des femmes dans les choix des aliments. Donc, comme ces faits ont des conséquences nutritionnelles sur les choix des femmes, donc les aliments qui sont choisis par elles sont choisis selon le coût et non la qualité nutritionnelle. Donc, ce qui conduit au choix d'aliments riches en calories et faibles en éléments nutritifs. Donc, le troisième résultat qui est ressorti de cette étude est que la société sénégalaise valorise une société et qu'il existe des normes sociales et culturelles qui favorisent l'obésité, le surpoids ainsi que les maladies non transmissibles. Par exemple, au Sénégal, on sait que la silhouette féminine ronde, ce qu'on appelle les trianquets, c'est une silhouette qui est très valorisée. C'est une silhouette qui est considérée comme signe de beauté, de santé, de réussite sociale. Donc, dans leur pratique alimentaire, il y a beaucoup de femmes qui ont déclaré consommer en grande quantité des aliments très calorifiques pour avoir de la corpulence. À côté de cela, il y a des tabous alimentaires pendant la grossesse ou le postpartum, c'est-à-dire après l'accouchement, qui limitent l'accès des femmes à des aliments nutritifs essentiels. Enfin, il y a les femmes pratiquent très peu de l'activité physique en raison des charges domestiques lourdes et un accès limité à des infrastructures sportives. Donc, pour conclure, les habitudes alimentaires des femmes sont fortement influencées par leur dépendance économique ainsi que par les normes sociales et culturelles, contribuant ainsi à creuser les inégalités de santé. Comprendre ces facteurs nous permet d'identifier des leviers stratégiques pour améliorer l'alimentation et réduire la prévalence des maladies non transmissibles. Donc, nous avons essayé de tirer quelques recommandations de cette étude. Donc, comme première recommandation, il y a le renforcement de l'éducation nutritionnelle des femmes et des ménages pour leur permettre de comprendre quels seront les impacts des aliments qu'ils consomment sur leur santé. Nous proposons aussi de mettre en œuvre des programmes de subvention ciblés ou de transfert monétaire pour améliorer l'accès économique des femmes aux aliments nutritifs. Nous proposons également de mener des campagnes de communication sociale pour déconstruire ces idéaux sociaux sur la beauté associée à la corpulence féminine et valoriser plus la santé. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Dr. Fantasilla, pour cette présentation. Je crois qu'il y a
qui va faire beaucoup réfléchir les personnes qui vous ont écouté, notamment sur, parce que vous donnez vraiment je crois que chacun s'est vu quelque part dans ce que vous dites, notamment sur le fait que les bons morceaux vont aux hommes et les yaks et autres là vont aux femmes et aux enfants. Ça fait partie enfin, disons, de ce qu'on considère un peu comme normal dans nos sociétés. Je pense qu'il y aura beaucoup de réflexions sur le regard que les hommes aujourd'hui ont par rapport à la silhouette des femmes. Apparemment, et moi c'est un peu ça qui m'étonne d'ailleurs, ça n'a pas changé depuis un siècle, parce que depuis un siècle, apparemment, on magnifie la femme tout en rondeur et ce regard-là des hommes a apparemment, à vous entendre, une conséquence même sur la façon dont les femmes s'alimentent pour justement obéir à cette vision que les hommes auraient de la femme. Et je pense que ceux qui suivent l'actualité aujourd'hui se rendent compte qu'il y a une guerre terrible, au moins en Occident, sur ces influenceuses qui veulent absolument mincir et qui poussent les femmes à mincir et d'autres qui, au contraire, leur disent qu'il n'y a rien de plus joli que la grosseur. Donc, il y a vraiment une bataille par rapport à ça et je pense que c'est des questions sur lesquelles on va beaucoup réfléchir. Mais comme vous l'avez dit, dans les recommandations, connaître la valeur nutritive, faire une communication sur cela, ça suppose qu'on sache de quoi est composé les aliments au Sénégal. Et je pense que c'est de ça dont va nous parler le professeur Nicolas Ayessou, qui, je vous rappelle, est un biochimiste alimentaire de l'École supérieure polytechnique, dont on partage la biographie. Le professeur Ayessou, donc, est un enseignant à l'École supérieure polytechnique de l'UCAD. C'est un spécialiste des extraits végétaux et de leurs effets biologiques. C'est quelqu'un qui valorise les savoirs endogènes, dont on en a parlé tout à l'heure, notamment en parlant de patrimoine culinaire et les aliments locaux, notamment les produits forestiers non ligneux et potentiels nutritionnels et médicinaux. Je pense donc que c'est quelqu'un qui ne se contente pas seulement de nutrition, mais également de santé, de voir un peu les relations entre les deux et que ses travaux soutiennent la sécurité alimentaire, l'autonomisation des communautés rurales et l'innovation agroalimentaire du Sénégal grâce à la connaissance approfondie des compositions biochimiques et locales. Il est certain qu'on aurait pu allonger de beaucoup cette présentation biographique, puisque les gens comme Aïssou, c'est des gens que je connais un peu par des pratiques des collègues que je vois à l'IFAN, etc., qui sont vraiment multiskills et qui s'occupent de beaucoup de choses. Donc, dans le cadre de ce thème global des leviers pour agir sur les environnements, nous allons écouter le professeur Nicolas Ayessou qui va nous parler de la table de composition des aliments du Sénégal. Professeur Ayessou, vous avez la parole. Merci bien, Monsieur Mademba Ndiaye, de me donner la parole. Merci à tous les auditeurs. Et je vais ainsi intervenir comme vous l'avez dit, mais une petite parenthèse. Je me suis bien réjoui de vous avoir entendu parler donc du tchèp tchakrat et des graines de nénuphar, dont j'en raffole moi aussi, que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps dans la vallée du fleuve. Aujourd'hui, je vous rappelle, aujourd'hui, il y a au moins une douzaine de groupements de femmes qui travaillent dans la collecte, le séchage et la transformation des graines de nénuphar. Pour les auditeurs, je pense que c'est un produit qu'il faut chercher à découvrir. Tout à fait. Alors, pour aujourd'hui, effectivement, nous sommes donc dans le cadre de l'accès universel à des régimes alimentaires sains. Je voulais dire même des régimes alimentaires intelligents parce qu'il ne s'agit plus de vivre pour manger. Il ne s'agit pas aussi de manger pour vivre, mais il s'agit de manger pour vivre sainement et bien vivre. Alors, par rapport à cela, nous sommes tous invités, tous les acteurs, autant que nous sommes tous invités à agir sur ces environnements alimentaires-là, mais on se rend compte que de la complexité des facteurs de ces environnements sur une bonne alimentation. On se rend compte également de la multiplicité des acteurs. Et donc, ipso facto, on doit se dire quels sont les leviers sur lesquels on devrait appuyer. Les leviers sont importants, sont multiples. Et parmi ces leviers,
la connaissance, comme on l'a dit tout à l'heure, la connaissance de ce que nous consommons. Qu'est-ce qui se trouve dans notre plat? De quoi est-il composé? Ben, on en a besoin, donc il faut manger en connaissance des connaissances ou bien des savoirs qui sont disponibles pour les différents produits. On ne mangera plus en connaissance de cause de ce que l'aliment peut entraîner, mais il faut prévenir, il faut manger en connaissance des potentiels nutritionnels des aliments pour la santé. Et c'est là où on allie très bien l'alimentation et la nutrition. Parmi ces nombreux leviers, il y a donc la mise à disposition d'une table de composition qui est juste un répertoire d'aliments, avec ses composants nutritionnels pour que l'utilisateur puisse avoir l'information utile. Alors, cette table de composition des aliments va nous permettre d'analyser et d'améliorer notre alimentation en choisissant en connaissance de cause justement, donc les aliments qu'il faut pour chaque personne, pour chaque physiologie, pour chaque activité, pour chaque âge. Et c'est là où la table de multiplication va être intéressante. Alors, ces aliments sont divers et variés parce qu'ils présentent donc des variations liées à nos habitudes alimentaires. Donc, ces habitudes alimentaires qui diffèrent d'une société à une autre, ces aliments qui sont très différents d'une région à une autre, ces aliments eux-mêmes qui nous apportent des nutriments qui varient en fonction de la zone géographique, en fonction de la pédologie où les plants sont cultivés, qui varient en fonction du climat. Et du coup, les aliments sont nombreux, variés selon leurs sources. Et c'est ce qui explique la mise en place d'une table de composition des aliments du Sénégal. Et cette table de composition des aliments du Sénégal va répertorier tous les aliments que nous consommons localement, produits localement, mais aussi des aliments que nous importons puisque nos ressources, nos habitudes alimentaires évoluent. Aujourd'hui, nos enfants et nous-mêmes mangeons de temps en temps du tacos. Mangeons également des fruits qui ne sont pas de nos régions, comme par exemple le kaki, j'en parle parce que c'est d'actualité et c'est disponible en ce moment. Nous mangeons du kiwi, mais nous mangeons également d'autres fruits forestiers non ligneux qui regorgent également beaucoup de nutriments. Justement, la table de composition va nous livrer la composition de ces différentes sources alimentaires pour nous permettre de choisir efficacement. Et le CRES, donc, s'est proposé dans ce grand projet de combler le gap et d'apporter ces informations pour élaborer la table de composition des aliments spécifiques au Sénégal. Et c'est en cela que nous devons vraiment louer ce travail-là, qui est un premier travail et qui va susciter une certaine amélioration au fil du temps. Alors, diapo s'il vous plaît, voilà. Donc, cette table de composition va regorger tous ces aliments dont nous avons parlé. Et cette table de composition va se composer de 508 aliments, crus et cuits, après un bon toilettage qui a été réalisé. Et pour chaque aliment, nous avons une colonne, 37 colonnes qui regorgent différents nutriments. Donc, pour une ligne d'aliments, vous avez 37 composants qui sont répertoriés, pour lesquels vous avez des valeurs. Et ça nous donne au total, finalement, 18 786 données enregistrées que les nutritionnistes, que les décideurs, que les consommateurs peuvent véritablement exploiter. Alors, cette table de composition va être accompagnée, ou bien elle est accompagnée d'un guide d'utilisation qui retrace les étapes de son élaboration, la méthodologie et le mode d'utilisation. Donc, toutes les informations y sont pour pouvoir exploiter convenablement par les différents utilisateurs qui sont avertis, bien avertis. Donc, il va intégrer également une version condensée
de cette table-là. Et puis ensuite, sous la forme numérique, donc la table sera accessible pour le maximum donc, de consommateurs et d'utilisateurs. Alors, un petit aperçu de cette table-là. Nous voyons ici donc un aperçu de la table avec une série d'aliments bien décrits qui précisent la forme, l'état dans lequel l'aliment a été analysé, parce que quand il est présenté par rapport à son état frais, il n'a pas les mêmes composants quand il est présenté au consommateur sous une forme sèche, ou bien sous une forme cuite, ou bien sous une forme pré-cuite. Et donc, par rapport à la nature de l'aliment, à son niveau de présentation au consommateur, nous avons ici 7 colonnes sur les 37 qui existent. Donc, c'est un aperçu. Cette colonne qui précise de la gauche vers la droite, d'abord la valeur énergétique pour 100 grammes de produits consommés, et puis les autres éléments, les macro-éléments, les protéines, les lipides, les glucides et tout, les micronutriments comme le fer, le sodium, le calcium, et puis dans la suite, la série des vitamines A, C et autres. Et selon la nature de l'aliment, donc, on donnera donc des valeurs qui sont appropriées aux différents nutriments qui sont présents. Alors, voilà. Alors, cette table de composition des aliments du Sénégal va nous permettre, donc, va permettre aux différents acteurs, que sont les décideurs, n'est-ce pas, pour l'élaboration des politiques nutritionnelles, le groupe des professionnels de la santé et de la nutrition, le groupe des professionnels de la restauration pour améliorer les recettes, et puis le groupe des chercheurs et des étudiants. On a oublié un groupe, c'est le groupe des consommateurs, où tout le monde peut se retrouver. Mais je pense qu'on peut aussi ajouter à ces différents groupes-là, les chercheurs, parce que en plus des chercheurs, on peut ajouter le groupe des agriculteurs ou bien des agronomes. Parce que la recherche, la quête de la bonne alimentation, la quête d'un bon aliment provient de la production primaire. Et les insuffisances en nutriments de certaines sources alimentaires peuvent orienter les activités de recherche et de développement des agronomes. Ne les oublions pas parce que ce sont les besoins des consommateurs qui vont orienter leurs activités. Et donc, c'est un groupe également qu'on peut rajouter. Et donc, finalement, on se rend compte que tout le monde doit pouvoir utiliser cette table de composition des aliments du Sénégal. Diapo, s'il vous plaît. Alors, cette table de composition, on va la retrouver sur le site du CRES, puisque c'est un produit du CRES, n'est-ce pas? On peut retrouver cette table sur ce site-là. Et également, le CRES va mettre en place une série, dans le webinaire aujourd'hui, une série d'activités pour une bonne diffusion donc, de cette table de composition des aliments du Sénégal. Diapo. Pour vous remercier enfin, je voudrais lancer un petit appel à ce que cette table de composition soit bien appropriée par tous, que cette table de composition des aliments du Sénégal soit évolutive, parce que suite à la demande des différents acteurs, la table doit être allongée parce qu'on ne finit jamais donc de connaître les différents aliments, de découvrir les aliments que nous consommons dans nos différentes sociétés, ce qui veut dire que ce doit être une table assez dynamique et nous comptons sur tous les acteurs donc de l'agroalimentaire, donc à l'évolution, à l'amélioration et à l'évolution de cet outil qui va être très, très utile pour tout le monde. Alors, nous laissons sur cette dernière photo quelques images de mangue où vous trouvez toutes les variétés de mangue que nous avons au Sénégal. Nous vous laissons donc sur cette fin et vous remercions donc de votre bonne écoute. Merci, Monsieur Ndiaye. Merci beaucoup, professeur Nicolas Ayessu. Je pense que votre image de mangue
a un sens pour tous les Diop qui sont dans cette salle et qui se demandent quelle est la mangue que la dame tient entre la main gauche ou droite. Enfin, mais je pense que vous écouter a été très intéressant également. Je pense que les gens seraient vraiment intéressés à voir ce dictionnaire, disons, des aliments du Sénégal pour un peu savoir de ce qu'on mange et comment manger ça. Et je pense que, d'ailleurs, quand j'ai été surpris, mais vous-même, vous l'avez rectifié parce que je n'avais pas vu les consommateurs dans les personnes qui seraient intéressées par cette table de composition. Vous-même, vous l'avez ajouté oralement, les agronomes, etc. Et je pense aussi que finalement, cette table devrait figurer dans tous les restaurants de l'armée nationale, des hôpitaux, des cantines scolaires, parce que peut-être que ça permettrait de manger mieux et de manger de façon plus économique, parce que effectivement, on dépense peut-être plus qu'il n'en faudrait pour mieux manger, alors qu'en dépensant moins, peut-être qu'on mangerait même mieux. Je pense que tout cela va enrichir le débat tout à l'heure et la référence au Thiebou Tchakhar que vous avez mentionné, que j'ai mentionné moi quand j'avais 7 ans. C'est parce qu'il y avait pénurie de riz qu'il y avait justement cette découverte de riz de nénuphar que j'avais goûté avec ma maman. Et peut-être qu'il faudrait créer même parfois des pénuries de riz pour que les gens découvrent qu'il y a autre chose à manger. Et je me souviens de mon fils quand je lui ai dit qu'on n'avait pas de hamburger. À l'époque, il avait ouvert grand les yeux en me demandant, mais quoi, qu'est-ce que vous mangez alors? Comme si le hamburger était l'alpha et l'oméga de tout aliment. Voilà, donc merci beaucoup en tout cas, professeur Nicolas Ayessou, biologiste alimentaire. Je pense que vous avez beaucoup plus de talent que vous qu'en a dit votre bio et justement ce que vous nous avez montré là démontre. Moi, j'ai lu un peu les tableaux rapidement, mais je pense que je vais relire ça beaucoup et voir les différences entre ce qui est cru, ce qui n'est pas cru, etc., etc. Et je pense qu'il y a beaucoup de découvertes à faire qui peuvent nous aider dans notre façon de manger. Alors, c'est vrai, avoir des tableaux culinaires, c'est bien, savoir comment on mange, mais tout cela doit être cuisiné et tout cela doit être mis dans la marmite et tout cela doit être servi à des gens qui mangent ça. Et cela développe notre culture culinaire, notre patrimoine culinaire et c'est de ça dont on va parler avec le professeur Ahmed Diagne, qui est maître de conférence titulaire en nutrition à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar et il coordonne une licence en nutrition humaine et diététique, une licence professionnelle en éducation et promotion de la santé ainsi que le CAEMPT, bon, des métiers de la restauration. Il fait des recherches sur l'éducation nutritionnelle, la sécurité alimentaire, la dénutrition, parce que chaque fois aussi on oublie que malnutrition, dénutrition, la restauration collective, la transition nutritionnelle et les maladies chroniques liées à l'alimentation. Et je pense que ça, c'est vraiment un vaste champ de recherche et de découverte qu'il va nous proposer en nous parlant donc de patrimoine culinaire et nutrition au Sénégal. C'est un Diagne, je ne peux rien dire aux Diagniennes qui sont mes oncles, mais je pense que les Fall qui sont dans la salle vont se dire que ce n'est pas étonnant que ce soit un Diagne qui va parler de patrimoine culinaire. Donc, docteur Ahmed Diagne, vous avez la parole. Et je dis au Fallen, c'est normal parce que lui s'occupe de la santé des gens. Merci beaucoup, M. Ndiaye, et bonjour à tous. Alors, je vais vous présenter le livre de recettes qui porte sur le patrimoine culinaire et nutrition au Sénégal. Alors, comme vous le savez, le Sénégal est confronté au triple fardeau de la malnutrition, c'est-à-dire la coexistence de la dénutrition, les carences en micronutriments et les maladies non transmissibles. Alors, des études au niveau national ont révélé une dénutrition relativement élevée, des carences en micronutriments élevées, notamment en fer, mais également en zinc. En même temps, 45% des décès sont liés aux maladies non transmissibles, avec une augmentation constante de l'obésité
et les maladies non transmissibles liées à l'alimentation, notamment l'hypertension artérielle et le diabète. Alors, l'alimentation déséquilibrée est l'un des principaux facteurs de risque de ce fléau. Au Sénégal, des études révèlent des pratiques culinaires inappropriées au niveau des ménages et au niveau également de la restauration collective comme commerciale, avec une consommation élevée de sucre, de sel et de matières grasses, une utilisation généralisée des bouillons, une faible consommation de fruits et légumes et une augmentation de la consommation d'aliments ultra transformés qui sont souvent riches en calories et pauvres en nutriments essentiels. C'est dans ce cadre, c'est dans ce contexte que le CRES élabore ce livre de recettes, saines, nutritives et adaptées au contexte socio-économique du Sénégal pour prévenir le triple fardeau de la malnutrition. Alors, le défi majeur donc, de ce travail scientifique était vraiment de concilier patrimoine culinaire et santé publique. En d'autres termes, trouver un juste équilibre entre les recommandations nutritionnelles et les habitudes alimentaires des Sénégalais. Alors, l'objectif, ou bien les objectifs de ce travail, c'est d'encourager une alimentation saine et équilibrée à partir des recettes locales, fournir un guide pratique et accessible aux ménages, aux professionnels de la restauration, mais également de la santé, contribuer au plan stratégique national de lutte contre les maladies non transmissibles, renforcer l'utilisation des produits locaux pour soutenir la souveraineté alimentaire et la durabilité, valoriser le patrimoine culinaire sénégalais en l'adaptant aux enjeux de santé actuels et enfin diffuser des connaissances validées et adaptées au contexte local. Alors, le public cible de ce livre, c'est d'abord les ménages, ensuite les professionnels de la restauration notamment collective, en milieu scolaire, universitaire, mais également au niveau des entreprises, les professionnels de la santé et de la nutrition, sans oublier les acteurs communautaires, les ONG et les ministères concernés. Alors, quelles sont les étapes d'élaboration de ce livret de recettes? Alors, nous sommes basés sur l'enquête nationale sur la consommation alimentaire au Sénégal. Donc, c'est une étude représentative menée par le CRES et ses partenaires, notamment l'ARNA et la FAO. Alors, auprès de 1800 ménages sénégalais. Alors, les informations collectées en rapport avec notre travail, c'était principalement la liste des plats qui sont préparés au niveau des ménages, mais également la quantité des ingrédients et les modes de préparation. Ensuite, nous avons, avec donc des experts, des chefs cuisiniers, mais également d'autres spécialistes de la restauration, décrit tous les plats. Donc, c'est 100 recettes qui ont été donc sélectionnées. Et ces recettes-là ont été donc décrites. Pour ça, nous avons identifié, par exemple, le nom de cette recette, les ingrédients obligatoires et optionnels, mais également les quantités des ingrédients et les méthodes les techniques de préparation. Après ça, chaque recette a fait l'objet d'une analyse nutritionnelle approfondie pour repérer les points de déséquilibre nutritionnel, donc les manquements, mais également les excès par rapport aux recommandations nutritionnelles. Et sur la base de ces résultats d'analyse, des ajustements ont été opérés, donc notamment l'optimisation des quantités des ingrédients et l'amélioration des techniques de préparation en prenant en compte évidemment les bonnes pratiques culinaires. Mais il faut noter que ces ajustements ont été opérés sans altérer les caractéristiques organoleptiques, donc des plats, notamment le goût, la texture et l'odeur. Ensuite, avec les chefs cuisiniers, chaque plat a été donc préparé et testé plusieurs fois avant d'être validé par un panel de testeurs constitué de professionnels évidemment de la restauration, des consommateurs
et d'autres spécialistes, donc des économistes, par exemple. Ensuite, au cours de cette préparation, nous avons collecté des informations, donc notamment le poids des ingrédients avant préparation, le temps de cuisson de chaque ingrédient et le poids des plats après préparation. Et ces informations ont été donc utilisées pour déterminer la valeur nutritionnelle donc, de chaque recette. Diapo. Alors, dans le livre, les plats sont regroupés, si vous voulez, donc, en catégories. Par exemple, vous avez les plats à base de riz, donc environ une quarantaine, les plats à base de mil, de maïs, de sorgho, fonio, 17, les bouillies, 13, les soupes, 10, plats à base de pâtes industrielles, 6, plats à base de légumineuses et légumes, 5, les beignets, 5, et enfin les plats à base de tubercules, 3, donc ce qui fait un total de 100 recettes. Si on prend l'exemple des plats à base de riz, donc nous avons une quarantaine, c'est normal parce que les Sénégalais consomment beaucoup de plats à base de riz. Là, c'est l'exemple du thieboudienne. Alors, au niveau des recettes, pour chaque plat, en général, on donne le nom en langue nationale, par exemple en wolof, mais également en français. On donne également les principaux ingrédients du plat. Et pour chaque ingrédient également, on donne la quantité. À côté, vous avez les étapes de préparation de ce plat, quelques recommandations spécifiques. Et en bas, vous avez la composition nutritionnelle de ce plat, donc pour 100 grammes de portions comestibles. Et à droite, vous avez en général la photo des ingrédients du plat avant préparation et la photo du plat après préparation. Et donc, dans le livret, pour les 100 recettes, voilà comment donc, on présente, comment ce plat est présenté. Diapo. Alors, dans le livre également, vous trouverez des règles d'hygiène en cuisine. Et donc, ces règles d'hygiène permettent en général, le respect de ces règles, de garantir la qualité des préparations culinaires afin d'éviter les toxico-infections alimentaires, notamment en restauration collective, mais également au niveau des ménages. Alors, bon, quelques exemples, mettre un tablier, une coiffe, enlever les bijoux, couper les ongles, utiliser une poubelle fermée en cuisine, éviter le contact entre les aliments d'origine animale et les aliments d'origine végétale, parce que les aliments d'origine animale sont naturellement source de microbes, désinfecter les fruits et les légumes qui seront consommés crus, donc avec l'eau de javel ou bien avec le vinaigre blanc, enlever les épluchures, donc qui permet en général d'éliminer les pesticides à la surface de l'aliment, et bien cuire les aliments d'origine animale pour tuer donc les microbes ou parasites. Donc ça, c'est quelques exemples, mais dans le livret, évidemment, c'est beaucoup plus développé. Alors, il y a également une partie consacrée aux bonnes pratiques culinaires pour réduire les pertes de nutriments pendant la cuisson ou bien pendant la préparation des plats. Par exemple, laver les végétaux dans une passoire au lieu de tremper les légumes, donc pour vraiment conserver un maximum de vitamines et de minéraux. Ben, évidemment, il y a quelques exceptions. L'exemple donc de la salade, il faut vraiment la tremper. Évite également de laver les légumes lorsqu'ils sont découpés parce qu'il y a plus de surface donc, de contact. Et là, on peut perdre évidemment des vitamines par diffusion. Bon, il y a également là des exceptions, notamment les légumes terreux comme la carotte. Bien cuire les légumes à la al dente, donc éviter de trop cuire les légumes, ou bien tout simplement les introduire vers la fin de la cuisson pour une meilleure conservation des vitamines et des minéraux. Et attention, éviter aussi de surchauffer l'huile. Ça, c'est parce que souvent, quand on surchauffe l'huile, il y a des éléments toxiques qui peuvent se former. Et si c'est vraiment, si l'exposition est courante, ça peut évidemment augmenter donc, le risque donc, de certaines pathologies, notamment cancérigènes. Il y a également des recommandations en rapport avec les repères nutritionnels pour les adultes. Donc, par exemple, dans le livre, on recommande d'augmenter la consommation de fruits et légumes, également les légumes secs, d'aller plus vers le poisson, l'huile de colza, de noix et d'olive, parce que c'est des
aliments qui sont riches en acides gras essentiels, mais également en oméga 9. D'augmenter aussi la consommation de produits laitiers. Attention, il faut limiter les boissons sucrées, les aliments gras sucrés, les aliments salés, mais également les aliments ultra transformés. Limiter aussi la consommation de sel, de charcuterie, de viande et d'alcool. Alors, dans le livre, pour chaque groupe d'aliments, on a donné la fréquence de consommation et également la quantité donc recommandée. Et enfin, il y a une partie consacrée dans le livre aux associations alimentaires. Donc, vous avez par exemple les bonnes associations alimentaires qui assurent en général une complémentarité nutritionnelle, mais également une amélioration de la biodisponibilité des nutriments et un équilibre énergétique. Par contre, les mauvaises associations alimentaires souvent apportent presque les mêmes nutriments ou limite, si vous voulez, l'absorption de certains nutriments. Et cela concerne également des combinaisons très riches en énergie, mais pauvres en nutriments essentiels. Donc là, vous avez des exemples. Donc dans le document, tous ces combinaisons sont développées. Par exemple, si on prend l'exemple des céréales et des légumineuses, donc ces deux-là permettent d'avoir, l'association de ces deux permet d'avoir des protéines complètes. Si on prend l'exemple du fer non héminique et la vitamine C, on sait que la vitamine C améliore l'absorption donc du fer d'origine végétale. La matière grasse aussi améliore l'absorption donc des vitamines liposolubles. Et quand on associe les produits animaux et végétaux, ça permet en général d'avoir un plat en général assez équilibré qui apporte des nutriments essentiels comme les vitamines, les minéraux et les fibres alimentaires. Par contre, quand on mélange les aliments du même groupe, donc là, comme je l'ai dit tout à l'heure, on peut avoir de l'excès d'énergie ou bien l'excès de glucides. Concernant le fer aussi, on sait que on conseille en général de décaler la consommation de certaines boissons chaudes avec évidemment les repas. Donc de prendre par exemple le thé ou le café ou le quinquilibre, ces boissons qui contiennent en général des facteurs antinutritionnels. Donc quand vous prenez par exemple juste après le déjeuner du café ou du thé, donc ces boissons qui contiennent ces facteurs antinutritionnels, des polyphénols et par exemple des phytates, donc ces éléments peuvent quélater donc le fer qui est par exemple dans le riz. Donc c'est pourquoi on recommande de décaler 1 heure voire 2 heures avant ou après donc les repas. Et enfin, on a également les calories vides, c'est-à-dire par exemple mélanger des aliments qui ne comportent que de l'énergie. Donc c'est le cas par exemple des aliments ultra transformés, souvent riches en énergie, mais pauvres en nutriments essentiels. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Dr Ahmed Diagne. Je pense que nous avons été assez intéressés. Votre présentation a été captivante comme les deux autres parce que ça nous parle en réalité de ce que nous faisons journellement et je pense que certains d'entre nous se sont posés pas mal de questions sur ataaya bi na gaaw après juste añ bi. Donc, ce sont des habitudes que nous avons. Il faut boire le thé vite après le déjeuner, alors que là, vous venez de nous dire que c'est justement ce qu'il ne faut pas faire. Je pense qu'il y a beaucoup de choses que nous faisons dans la vie et quand on écoute les spécialistes, on se rend compte que c'est exactement le contraire qu'il fallait faire. Et en écoutant vos trois présentations d'ailleurs, je pense beaucoup aux jeunes. Je pense qu'un challenge TikTok serait intéressant avec des jeunes de 18 à 25 ans, filles ou garçons. On leur donne les livres de recettes, on leur donne le TICAS et on leur donne la table alimentaire et on leur donne les livres de recettes, on leur dit de composer les meilleurs plats. Je pense que ce serait un bon challenge TikTok pour les jeunes pour voir un peu comment allier tout cela. J'ai été très impressionné également, mais je suis toujours impressionné quand les gens parlent de sucre. Je raconte toujours une anecdote que j'ai eue dans ma vie professionnelle quand j'ai visité les usines Coca-Cola ici au Sénégal. Pas les gens qui font Coca-Cola actuellement, mais l'autre usine qui faisait ça avant. Ils avaient voulu faire du bissap. Coca-Cola, qui est une firme, tous vous connaissez Coca-Cola, ils sont très regardants sur leur réputation. Ils ont dit à l'usine, si vous voulez faire du bissap,
sénégalais, dans les usines où vous faites Coca-Cola, il nous faut être sûr que le produit sera de qualité obéissant aux normes les plus élevées des boissons sucrées. Et ils ont dit à l'usine, allez là où l'on vend du bissap à Dakar, marché Colobane par exemple, achetez 10 litres de bissap que les Sénégalais boivent directement et puis envoyez-nous ça à Atlanta. On va faire l'analyse. Ils sont partis à Colobane, acheter 10 litres qu'ils ont mis dans des bidons, ils les ont envoyés aux usines Coca-Cola à Atlanta. Les gens, les chimistes, en tout cas les chercheurs de Coca-Cola, leur ont répondu, on ne vous demande pas le sirop que les Sénégalais diluent, on vous demande ce qu'ils boivent. Parce que eux, quand ils ont vu le taux de sucre qu'il y avait dans les bissap, que les Sénégalais boivent au marché, ils ont dit non, aucun peuple ne peut boire ça. Et donc, ils ont dit à l'usine, non, non, vous ne pouvez pas faire de boissons avec autant de sucre maintenant. Alors maintenant, d'ailleurs, je dis tout ça un peu pour détendre, pour qu'on mette tout le monde les caméras. Ça nous donnera 30 secondes pour applaudir toutes les personnes qui ont fait ces présentations. Alors, mettez les caméras, comme ça on verra qui est qui. Ça nous permettra de vous applaudir tout le monde pour ces présentations qui ont été assez inspirantes, qui ont été innovantes et inspirantes, et donc qui vont susciter quelques interventions de votre part, de tout le monde. Merci Abibatou Badiane pour vos applaudissements. Et donc, nous allons avoir les premiers commentaires, d'abord de Dr Maïmouna Diop Ly. Maïmouna Diop Ly est médecin nutritionniste qui dirige SICAS. Je lui ai demandé tout à l'heure ce que voulait dire SICAS. Je pense que c'était de ces sigles mystérieux qu'on a en général chez les universitaires. Non. En fait, c'est un arbre qui est un palmier, d'ailleurs très court, mais qui vit très longtemps. Comme elle s'occupe en général des personnes âgées, elle a appelé sa structure SICAS, ce que je trouve très original. Donc, Dr Maïmouna Diop Ly, je vous donne la parole pour... vous êtes médecin spécialiste en santé publique et nutrition. Vous avez 30 ans d'expérience dans la santé, la nutrition et la protection sociale. Vous êtes ancienne de la BAD, la Banque africaine de développement, et de la Croix-Rouge sénégalaise, ce qui en dit long sur votre capacité d'adaptation, parce que de banque à Croix-Rouge et de Croix-Rouge à banque, dirigez aujourd'hui la start-up SICAS donc, et vous conseillez plusieurs institutions. Vous êtes docteur en médecine de l'UCAD avec des diplômes en santé publique, management et nutrition. Il n'est pas étonnant que vous soyez reconnu pour votre approche multisectorielle et votre leadership. Et donc, je pense que quand on a un CV effectivement pareil, autant d'expérience, vous êtes digne d'être écouté. Et Madame Ly, nous allons vous écouter avec plaisir. En bonne Diobène, vous avez certainement apprécié tout ce qui a été dit sur la table, sur le patrimoine culinaire et sur la façon dont on mange, qu'on est femme ou pas. Et donc, je vous donne la parole pour faire vos premiers commentaires après avoir entendu ces présentations de Diagne, Ayessou et Fanta Silla. Madame Maïmouna, vous avez la parole. OK, merci beaucoup, monsieur Ndiaye. Et donc, merci aussi à tous les présentateurs, hein, puisque c'était vraiment d'excellentes présentations, très intéressantes. Donc, je vais d'abord réagir d'abord un peu par rapport à votre intervention, monsieur Ndiaye, parce que, comme je dis, c'est un Ndiayen qui parle toujours d'aliments et du fait que vous ayez parlé de graines de nénuphar, qui sont des graines qui m'intéressent particulièrement puisque SICAS est en train d'étudier leur commercialisation justement compte tenu des demandes et compte tenu aussi que je suis de la région du Saint-Louis et qu'on connaît assez bien le diakhar et la manière donc de le cuisiner. Qui est assez intéressante et c'est une graine assez intéressante, surtout dans la lutte contre les maladies non transmissibles, du fait qu'on n'a pas beaucoup d'amidon et que c'est quelque chose qui pourrait très bien convenir aux diabétiques en alternative au riz et aux autres féculents. Et juste pour vous informer que la FAO est en train d'appuyer la filière et que le 15 novembre, au Parc du Djoudj, il y aura la 4e édition de la fête du nénuphar, justement, donc qui va se faire. Ceci ayant été dit, je souhaiterais juste par rapport aux commentaires, moi je voudrais vraiment m'axer sur maintenant ce très beau travail qui a été fait, comment on va valoriser ce travail.
Et dans la valorisation de ce travail, justement, parler d'abord de ce que Fanta a dit, puisque la problématique des femmes est importante, puisque les femmes, déjà celles qui sont plus touchées par certaines aspects de la malnutrition, comme elle a signalé dans les études, mais c'est elles aussi qui préparent les repas. Elles préparent les repas de la famille, elles préparent le repas des groupes qui sont les plus vulnérables généralement, qui sont les enfants ou des personnes âgées dans la famille. Et donc, leur sensibilisation, leur éducation nutritionnelle est fondamentale si nous voulons avoir des résultats, parce qu'elles sont vraiment dans le cœur, dans le dispositif de tout ce qui est nutrition et de tout ce qui est cuisine. Donc, je pense que c'est d'abord un aspect fondamental qu'on va prendre en compte dans toute la chaîne de valeur de tout ce qui va permettre d'aller, pour dire la vérité même, de la production à la consommation. Là, on est plus dans le volet où on est un peu vers la fin de la chaîne de valeur, mais en fait, elles doivent être partout. Donc, ça, c'est un premier point. L'autre point, c'est comment donc intégrer ces résultats. Le premier point, moi, que je voudrais souligner, c'est que dans les politiques publiques, notamment les politiques de santé publique, je crois qu'il serait très, très intéressant, que ce soit les recettes, que ce soit la table de composition, que ça puisse être intégré dans le dispositif. Par exemple, nous avons un système d'information sanitaire où on a des données nutritionnelles. Comment faire pour que même ces informations que nous avons puissent aussi pouvoir être intégrées? Parce que je pense que d'un point de vue donc, de la santé, aussi bien la lutte contre la malnutrition que la lutte contre les maladies non transmissibles, c'est quelque chose qui pourrait être très, très intéressant. Et à travers donc, ce dispositif de l'intégrer dans les politiques publiques et des politiques notamment de santé publique, il y a comment utiliser ça en utilisant peut-être les solutions digitales. Pourquoi les solutions digitales? Les solutions digitales, ça peut être assez inclusif, tout si on essaie de voir un peu comment pouvoir mettre ça à la discussion. Moi, je verrais bien, par exemple, aussi bien la table de composition que les recettes culinaires, qu'on ait une plateforme interactive, par exemple, de recettes locales. Ce qui fait quelqu'un au Sénégal ou à l'extérieur qui souhaiterait peut-être avoir des recettes du Sénégal puisse utiliser cette plateforme qui serait peut-être une application web ou une application mobile, où ça peut l'aider à avoir des recettes, ça peut aussi l'aider à créer des recettes. Parce que quand on a la table de composition des aliments, ça doit aider à pouvoir créer des recettes. Et ce qui pourrait être intéressant pour le milieu rural, où c'est vraiment, il y a beaucoup de besoins à ce niveau, mais peut-être qu'ils n'ont pas tout le temps accès, qu'on puisse aussi créer un mode hors ligne. Un mode hors ligne qui pourrait être fait, qui pourrait être utilisé, parce qu'il faut qu'on soit vraiment inclusif. Les gens qui en ont le plus besoin doivent pouvoir avoir accès à ça. L'autre aspect, je pense que le professeur Aïssou a dit pour la table de composition, aussi bien que pour les recettes, on a identifié toute une palette de personnes qui pourraient vraiment l'utiliser. Et je pense que l'agroalimentaire est assez important. Moi qui suis dans l'agroalimentaire à travers SICAS, comme vous le savez, on a tous ces groupements de femmes qui sont en train d'essayer de faire des transformations assez intéressantes. Malheureusement, vous regardez sur 10 sachets que vous allez trouver, il y a un seul sachet où il y a la composition nutritionnelle qui est écrite. Pourquoi? Pour faire les analyses, c'est un minimum de 150 000 francs pour les analyses nutritionnelles. Maintenant, cette table de composition, au moins, elle pourra aider parce que ces femmes, demain, on voudrait qu'elles puissent exporter, qu'elles soient plus autonomes, qu'elles ne soient pas contenues seulement dans leur zone où elles n'ont pas accès à, donc, elles ne peuvent pas faire ces analyses nutritionnelles. Et donc, cette table de composition peut beaucoup aider, même si au niveau du laboratoire de nutrition, ils veulent toujours que les gens fassent en même temps. Mais ça aide déjà par rapport à quand on doit demander l'autorisation FRA, qu'on puisse avoir déjà une bonne indication du produit qu'on est en train de vendre. Donc, je crois que d'un point de vue de booster l'agroalimentaire, ça va être fantastique et il faut que ce soit quelque chose qui soit mis à la disposition de tous ceux qui sont dans l'agro-business. Je pense que ça va être assez fondamental. L'autre point où je pense que ça pourrait être intéressant, c'est du point de vue des consommateurs. Pourquoi du point de vue des consommateurs? Les gens devraient pouvoir avoir une telle éducation que demain, en voyant cette table de conversion et même ces recettes, ils peuvent à partir de ça voir par rapport à la quantité d'aliments qu'ils ont composés, c'est à peu près quel apport nutritionnel ils ont. Ça peut être un calcul approximatif et facile qui va aider. Et le plus important, la nutrition, on parle maintenant de nutrition consciente.
quand quelqu'un mange, il doit avoir conscience de ce qu'il mange. On ne mange pas seulement parce que soit c'est le goût, parce que soit c'est l'heure de manger, on mange aussi parce que ce qu'on mange, ça participe de notre bien-être, ça participe de notre santé. On doit être conscient de chaque grain qu'on met dans sa bouche. Je crois que c'est fondamental et c'est là que vraiment on doit agir. Et donc, je pense qu'à ce niveau, ça va être quelque chose d'assez intéressant. Par rapport aux diététiciens, aux médecins praticiens, à la lutte contre les maladies non transmissibles, moi, je suis en train de réfléchir à une application quand j'ai vu que tout ça était en cours et je pense que je serais très intéressée par en discuter avec le CRES puisque j'ai interpellé un jeune qui est dans les solutions digitales parce que ça pourrait être assez intéressant dans la mise en place de régimes alimentaires et de suivi, que ce soit des personnes qui ont des hypercholestérolémie, le diabète, la tension ou des maladies cardiovasculaires, où on pourrait avoir une application qui permet de scanner, de voir l'aliment, quelle est la valeur de l'aliment et de pouvoir, au fur et à mesure dans la journée, avoir une aide à travers une application qui va aider. Après le petit déjeuner, la personne peut savoir il lui reste tant et tant de calories et dans ce temps et tant de calories, il faudrait qu'elle ait tant de lipides, tant de ceci, tant de ceci, avec, au bout du compte même, une idée de différentes recettes issues des recettes culinaires ou issues de quelques aliments de la table de compulsion qui permettraient à la personne d'ajuster dans la journée et d'être conscient de ce qu'il mange. Et moi, je suis en train de réfléchir vraiment à cette application et ce serait avec beaucoup d'intérêt que je le ferai avec ceux qui ont mis ça en place parce que je pense qu'il est fondamental quand on a de bonnes recherches qu'elles ne restent pas dans les tiroirs. Le secteur privé est là, on est là pour pouvoir aider, à aller à faire quelque chose qui pourrait demain aider tout consommateur donc qui serait là pour pouvoir l'utiliser. Je pense que c'est tellement intéressant, il y a tellement de choses à dire, mais je pense que je vais m'arrêter là parce que les questions du public seront très intéressantes et on pourra donc y répondre avec les présentateurs. Je vous remercie, M. Ndiaye. Merci beaucoup, docteur Maimouna Ly. Je pense qu'on vous aurait encore écouté pendant longtemps, tellement les perspectives que vous ouvrez sont intéressantes et pratiques. Justement, ça, c'est vraiment le secteur privé qui parle et qui dit ce que vous faites en recherche, il faut quand même l'appliquer quelque part. Et je pense que la digitalisation fait partie justement des plateformes, des solutions qui existent. Aujourd'hui, moi, je me suis amusé simplement à soumettre ma glycémie à l'intelligence artificielle qui m'a proposé un menu diabétique à base de recettes sénégalaises. J'étais assez impressionné. Ça veut dire que l'information existe, puisque l'IA ne l'invente pas. Il va chercher seulement dans les tiroirs. L'information existe, mais effectivement, si nous ne développons pas nos propres applications, d'autres vont le faire. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses à gagner là-dedans. Et c'est très pratique ce que vous avez dit tout à l'heure, qu'on soit capable de savoir chaque grain que nous mettons dans notre bouche, on doit savoir de quoi il s'agit. Et je pense que c'est vraiment quelque chose d'assez intéressant comme perspective. En tout cas, je crois que le CRES va vous écouter, ainsi que les personnes qui ont fait ces travaux-là. C'est une jonction assez intéressante avec le secteur privé. Donc, nous passons au second discutant, professeur Monsieur Youssouf Adjemé, donc, qui est figure emblématique de la gastronomie sénégalaise. Donc, je parlais de lui en disant que, monsieur, votre coiffe déjà prouve que vous êtes quelqu'un de très important et votre expérience culinaire prouve également toutes les qualités qu'on peut avoir et surtout quand on lit Bocuse. Parce que quand Bocuse est décédé, j'ai eu tellement de choses sur lui que je ne le connaissais pas très bien. Donc, si vous avez fait son académie, ça veut dire qu'on va vous écouter avec plaisir, puisque vous faites la symbiose, au fond, entre le global, le patrimoine culinaire global et le patrimoine culinaire local. Et je pense que ça sera intéressant de vous entendre sur ces trois présentations. Donc, chef Youssouf Djemé, à vous la table. Allô, bonjour, j'espère que tout le monde m'entend. Tout à fait. Bon, ben, je n'ai rien concocté parce que je ne vais rien servir. Merci encore pour cette invitation. Merci de nous avoir associés à cette démarche scientifique très noble. C'est important de parler de l'environnement alimentaire, de tout ce qu'on mange, de comment ça se passe. Alors, moi, je vais partir sur la base de la déclaration des chefs. J'ai assisté à un rassemblement des chefs
promu par la Commission des Nations Unies de l'UA à Addis Abeba. Et ils ont demandé au chef, dans ce même cadre-là, de l'environnement alimentaire et de tout ce qui est accès universel au régime sain, de faire une déclaration. Parce que les chefs constituent un maillon, le cuisinier en général, celui qui transforme, constitue un maillon important de la chaîne. Alors, ce qui fait que les chefs ont constitué, ils ont fait une déclaration qui est basée sur 3 points que je vais vous citer, avant de donner mon commentaire par rapport à ce qui a été fait, parce que j'y ai participé activement. Alors, les chefs, ils ont demandé à l'ensemble, en fait, ils ont, à la limite, sectorisé. La première question qui a été posée, ils ont dit, qu'est-ce qu'un Sérère va chercher au niveau du foie gras? Ça a été dit, hein? C'est un Sérère, ils ont dit. Qu'est-ce qu'un Sérère a besoin dans le foie gras? Tout le monde a rigolé. Alors, les gens, au début, ils n'avaient pas compris l'intérêt de cette question. Mais à force de travailler dessus, avec tous les travaux qu'on a eus, on a pu répondre à la fin l'intérêt pour lequel cette question a été posée. Pour revenir à la déclaration des chefs africains, hein, à la conférence politique pour les systèmes alimentaires, ils ont insisté sur la célébration de notre patrimoine. C'est ce que le livre a fait. Il y a eu un répertoire sur les ménages africains, sénégalais en général, et sur comment est-ce que nous consommons nos aliments. Le deuxième point qui a été évoqué et sur lequel ils ont insisté, c'est l'expertise de la formation. Pourquoi nous allons chercher une entrée, une suite et un dessert, alors qu'au Sénégal, nous sommes sur un bennichin, nyarichin? Pourquoi? On a des équipements différents, on a de la manière de conservation différente, on a la manière de cuisson différente. Pourquoi nous allons chercher ce que les autres font? Pourquoi on ne peut pas rester sur nous, ce que nous savons le mieux et ce que nous avons? Et le troisième élément qui rejoint le deuxième, c'est la valorisation de nos produits. Le professeur a parlé du kiwi. En Bretagne, est-ce qu'ils connaissent le ditar? Ils ne l'utilisent même pas. Et pourtant, je sais que sur le domaine scientifique, eux, ils le savent. On a des nutriments qu'on peut retrouver sur le kaki ou le kiwi à partir de nos aliments. C'est vrai que vous me direz, il faut globaliser, il faut ouvrir. Mais les choses étant, on ne peut pas se baser sur quelque chose qui se trouve ailleurs pour créer une alimentation qui est locale. Alors, les chefs sont partis sur la base de ces 3 points pour dire, comme ça a été dit sur le document qui a été présenté par le docteur Ahmed, par Madame Fanta là, et par la table de composition, qu'il faut rester chez nous. Trouvons les moyens d'avoir les nutriments dont on a besoin avec nos propres aliments. Cherchons à faire quelque chose qui va d'abord régler nos problèmes de santé et nos problèmes, parce que nous, aujourd'hui, on a la faim dans le monde. On a la faim, c'est pas réglé, c'est pas un problème qui est réglé, c'est un enjeu climatique. L'enjeu nutritionnel, c'est de trouver quelque chose qui concerne nos pays. On ne va pas chercher le foie gras pour combler, c'est pas possible. Le premier commentaire est un commentaire salutaire sur cet exercice, cette activité du CRES, qui est en train de prouver encore une fois que nos environnements peuvent régler le problème. C'est vrai que c'est très complexe, mais on peut y aller en douceur et on peut arriver à satisfaire nos populations. Parce que tout ce qui a été dit ici, M. Ndiaye a pris l'exemple du hamburger pour son fils, mais c'est une civilisation. Le hamburger est une civilisation. À chaque céréale, les Occidentaux sont arrivés à mettre quelque chose en place pour attirer tout le monde. La pizza, c'est une civilisation. Au niveau de l'Europe et de la Méditerranée, c'est une céréale. Aujourd'hui, les Asiatiques, ils ont pris le riz. C'est une civilisation. Ils ont créé le nem. Le nem
que tout le monde adore. Hamburger avec le maïs que tout le monde adore. Le blé avec la pizza que tout le monde adore. Et nous, qu'est-ce qu'on a comme céréales qui peut attirer tout le monde, non seulement qui va régler nos problèmes de santé, mais qui va être quelque chose qui est, j'allais dire, envié et acheté par tout le monde si c'est la plus-value qui nous intéresse. Pour le moment, je crois que je peux m'arrêter là en attendant les questions. En tout cas, merci pour cette activité qui est d'une grandeur énorme et très positive pour nos populations. Merci encore, M. Ndiaye. Merci beaucoup, chef Youssou Diémé, de nous avoir parlé. Je pense que rien que votre dernière intervention, comment créer une civilisation autour de ce que nous avons. Et je pense que c'est finalement ce qui nous manque, ce soft power qui nous permet de créer quelque chose autour de ce que nous avons. Parce que je ne suis pas loin de là, nutritionniste, tout cela. Mais quand on voit l'élan mondial autour du quinoa, alors que le fognon est là, c'est peut-être parce que les autres ont su faire d'une civilisation de quinoa, alors que nous, on n'a pas encore fait notre civilisation de fognon. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses dans lesquelles ce rôle doit être assumé par le privé, par les chercheurs, etc., pour qu'on puisse utiliser ce que nous avons. Et je pense qu'il y a des rôles modèles. Je me souviens sans faire de la politique, quand Ousmane Sonko a mangé son beignet dougoub, tout le monde s'est mis à manger beignet dougoub. Ça veut dire qu'on a également des ressorts qui peuvent nous permettre de créer cette civilisation-là. Et je pense que quand Dr Diagne ou Nicolas qui veulent qu'il y ait moins de gras, moins de sel, etc., le jour où M. Sonko dira « je ne mange plus de beignet dougoub parce que la composition est telle, mais il faudrait diminuer tel, je pense que ça aura également un effet sur les gens. Et je pense que tout ce que également Mme Ly a dit sur la mutualisation même des recettes culinaires devrait permettre de créer une civilisation autour de quelques mains et qui en ferait comme le Tchéboudian, encore que le Tchéboudian aujourd'hui est connu de partout, même s'il y a cette bataille avec les anglophones qui sont déjà perdus de toute façon. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire en vous entendre, M. Diémé. Et merci d'avoir eu cette réflexion. Et je pense que ce serait bon même de circuler cette déclaration des chefs de l'UA, parce que je ne pensais même pas que l'UA avait pu penser à mettre les gens autour de cette question, au point que les gens se demandent ce qu'un CRR va chercher dans le foie gras. Alors, s'il y a des mains qui se lèvent, je donne la parole. Nous allons donner la parole à El Hadj Malick Seck. El Hadj Malick, allez-y. Bonjour, M. Ndiaye, bonjour, chers panélistes. Voilà, ma question est la suivante. Est-ce que la table de composition alimentaire, qui est certainement arrêtée aux habitudes des Sénégalais, prend en compte les habitudes alimentaires des ménages? Parce qu'on a tendance à avoir deux positions. Le plus souvent, c'est professionnel. Mais est-ce que cette table prend en compte les habitudes alimentaires des ménages? D'autant plus que la conception de ce livret permet aussi de corriger les habitudes alimentaires des Sénégalais. C'était ça ma question, en fait. Merci beaucoup, El Hadj Malick. Professeur Nicolas Aïssou, vous avez entendu la question. Est-ce que la table prend en compte effectivement les habitudes alimentaires actuelles des Sénégalais? Oui, merci, cher Seck, pour la question. Effectivement, la table prend en compte c'est surtout les recettes qui prennent en compte les habitudes alimentaires. Et quand Dr Diagne a présenté, il a précisé qu'à la fin des recettes, il y a eu des recommandations sur les techniques culinaires, des remarques qui ont été données également sur les différentes associations qu'il faut faire et qu'il ne faut pas faire aussi. Et ce sont des recommandations qui permettent d'améliorer donc les pratiques culinaires. Pour ce qui est de la table de composition elle-même, ce sont les résultats bruts, c'est la composition brute des produits tels qu'ils ont été définis dans la deuxième colonne qu'on propose aux consommateurs ou bien aux utilisateurs. Maintenant, c'est vrai que quand le produit est cru,
est présenté dans sa composition. Maintenant, il y a l'impact également de la pratique culinaire qui pourrait influencer cette composition après. Parce que quand vous faites une cuisson, une cuisson ferme, quand vous faites une cuisson à la vapeur, vous n'avez pas au finish le même produit. Et donc, il y a des variances, des variances au niveau donc, de la composition nutritionnelle. Même si elle n'est pas importante, elle existe quand même. Donc, tout ça est pris en compte. Tout ça est pris en compte. C'est pourquoi les produits ont été bien définis, bien décrits pour savoir exactement de quoi il s'agit. Maintenant, derrière, quand le consommateur prend son produit et qu'il le fasse cuisiner, voilà, 1 heure de temps au lieu de 15 minutes, ben, il doit savoir que la composition va changer. Donc, par contre, les recettes ont véritablement tenu compte donc, des habitudes alimentaires parce que l'enquête a permis de partir de ce qui existe, de ce qui se fait. Ensuite, les formulations ont été proposées, ensuite testées, corrigées pour apporter un peu plus de nutriments dans les mets où potentiellement il y aurait potentiellement des insuffisances en micronutriments. Merci beaucoup, professeur Aïssou. Je pense que Dr Ahmed Diagne reviendra un peu sur ça. Je vois des questions peut-être ici. Je vous lis ce qui est écrit. Bonjour à tous, c'est Rokhaya Fall, assistante recherche et innovation à Oxfam au Sénégal. Merci pour ces belles présentations. Je voudrais savoir s'il y a des plans ou perspectives de vulgarisation envers le grand public de ces principes d'amélioration de la nutrition. Je pense que cette question sera adressée à la fin avec Dr Fanta Silla, quand elle va faire ses remarques sur les prochaines étapes. Cela lui permettra, je pense, de répondre à cette question très importante de Mme Rokhaya Fall, parce qu'effectivement, on fait beaucoup de recherches, beaucoup de choses qui sont dites et bien dites, et en général, comme avait dit Mme Lee tout à l'heure, ça reste dans les tiroirs, alors qu'il y a même de l'argent à faire. Il ne faut pas avoir peur du mot. On peut faire de l'argent avec vos recherches. Et je pense que le secteur privé serait intéressé pour faire de l'argent avec vos recherches. On a tendance un peu à avoir honte de ça. Les politiques publiques peuvent profiter de ce que vous faites. Le secteur privé peut profiter de ce que vous faites. Et moi, comme Dr Lee l'a dit tout à l'heure, si j'étais un bon informaticien, je prends votre table, vos tables de recettes ou table des aliments, je crée une petite application qui permet à chacun le matin de photographier son mets. Et puis l'application lui a dit, il y a tant de calories dans le mets que vous avez photographié. Donc faites attention à ce que vous mangez. Parce que ça existe. C'est des choses qui existent déjà. Et je pense qu'il faudrait un peu encourager les gens dans ces domaines-là pour créer. Cela, ce n'est pas l'affaire des chercheurs. Ça, ce n'est pas l'affaire des chercheurs. Mais c'est l'affaire des startups, c'est l'affaire des entrepreneurs. Mais aussi à condition que les chercheurs acceptent de mettre leurs recherches gratuitement sur la table et que les gens puissent en profiter. Je pense que ça fait partie des... Je parle comme ça en attendant de voir une main, parce que j'aime bien voir des mains qui se lèvent. Je vois des réactions assez positives. Il nous reste encore 20 minutes pour ça. Donc, peut-être que je vais redonner la parole au docteur Diagne par rapport à ce que El Malik avait posé sur la question de la prise en compte des habitudes alimentaires dans les recettes, dans ce que nous faisons. Mais j'ajouterai une difficulté supplémentaire. Est-ce qu'il y a des études vraiment qui montrent la capacité d'une personne humaine de changer d'habitude alimentaire? Parce qu'en réalité, on oublie que le tchéboudion n'était pas là au départ. Aujourd'hui, on fait comme si sans tchéboudion, on va tous mourir. Etc., etc. Il y a beaucoup de choses que nous croyons dans notre tradition, alors qu'en réalité, ça n'existait pas il y a 50 ans ou 100 ans. C'est venu avec autre chose et nous y tenons absolument. Donc ça également, je crois que c'est des problèmes que nous avons. Donc, Dr Ahmed Diagne, je vous donne un peu la parole à la suite de la question de El Malik et de la réponse de Nicolas, un peu pour compléter si vous le souhaitez. Oui, merci beaucoup, M. Ndiaye. Oui, je pense que le professeur Aïssou a bien répondu donc, à cette question.
Oui, par exemple, quand on prend l'exemple du livre de recettes, d'ailleurs, le défi, comme vous avez dit tantôt, hein, le défi majeur pour nous était vraiment de trouver un juste équilibre entre les habitudes alimentaires locales, donc des Sénégalais, et les recommandations nutritionnelles. Ce qui fait que d'ailleurs que chaque recette ou plat a été testé plusieurs fois avant d'être validé par un panel de testeurs conscients, donc de consommateurs, mais également donc des spécialistes de la restauration et donc de la nutrition. Pour dire que vraiment, c'était vraiment un travail très, très minutieux. Donc, et les ajustements qu'on avait fait, vraiment, c'était pour proposer finalement des recettes équilibrées et bénéfiques pour la santé, tout en préservant bien sûr en tout cas l'identité culturelle et l'acceptabilité sociale donc de ces recettes. Et par rapport également à la préparation, nous avons préparé les recettes dans les mêmes conditions, évidemment, qu'au niveau donc, des ménages, mais également relativement au niveau donc, de la restauration collective. Et ce que j'ai beaucoup apprécié, moi, j'ai beaucoup ce que j'ai appris également dans le cadre de ce travail, parce qu'il y a beaucoup de recettes locales hein, que je ne connaissais pas, des recettes comme fouti, comme garde recettes, et alors que c'est des recettes vraiment locales, qui sont vraiment sur le plan nutritionnel, donc très riches, hein, et en général assez équilibrées. Et voilà, vraiment pour dire que vraiment, on a vraiment pris en compte donc vraiment nos réalités sociales et culturelles, et même économiques, hein, et même économiques. Parce que c'était, encore une fois, il y avait plusieurs facteurs qu'il fallait prendre en compte pour proposer des recettes certes équilibrées, mais également qui respectent donc vraiment donc notre identité donc, culturelle et sociale. Merci beaucoup, Dr. Ahmed Diagne, pour ça, encore ces précisions, effectivement, sur la richesse de notre patrimoine culinaire que chacun découvre, je crois. Alors, le Tchéboudjen est déjà une civilisation, je pense. C'est Max Bill qui intervient ainsi. Le Tchéboudjen est une civilisation, je pense bien, mais la forme actuelle du Tchéboudjen que nous affectionnons est-elle saine? Ça, c'est une question qui a été posée par Max Bill. Je pense que dans les livres de recettes, en tout cas, la recette qu'on nous montre doit être celle qui est la plus saine. Enfin, Dr. Diagne interviendra également. Alors, docteur Fanta, j'aimerais un peu revenir sur la question de la perception que les femmes ont de leur corps. Parce que vous semblez dire qu'au fond, si les femmes s'alimentent si mal, c'est qu'aussi elles ont une conception de leur corps qui fait qu'elles veulent se conformer à la vision que les hommes ont du corps de la femme. Est-ce que ça, c'est une conclusion que vous tirez réellement des déclarations des femmes? Parce que est-ce que les femmes également ont conscience que vouloir répondre aux standards des hommes peut leur poser des problèmes de santé tels que finalement, ce serait pratiquement du suicide que de vouloir apparaître dans une forme désirée par les hommes et de s'alimenter en conséquence au point de se nuire elle-même. Le docteur Fantasilla. Donc, merci beaucoup, Monsieur Ndiaye, pour cette question. Au fait, c'est un constat qu'on a tiré des différentes interviews qu'on a eues avec les femmes. Comme je l'avais dit, on a fait des individuels avec un groupe, avec des femmes. On a aussi formé des groupes de discussion, des focus groups de discussion, où on leur a posé ces questions. Est-ce qu'il existe des attentes sociales qui influencent leur comportement alimentaire? Et bon, la plupart d'entre elles ont réagi en disant qu'effectivement, au Sénégal, on apprécie beaucoup la silhouette féminine forte. Donc, dans la société, les femmes qui ont une corpulence fine subissent quelquefois des moqueries, un certain rejet par la société, donc ce qui les pousse à adopter des comportements alimentaires qui sont défavorables à leur santé pour être un peu acceptés par la société.
Par exemple, il y en a beaucoup qui ont dit qu'ils prennent tous les soirs du rouille ou bien du gofio avant d'aller dormir. Il y a aussi beaucoup de produits, je pense, qui sont commercialisés pour leur permettre de gagner du poids. Et il y a eu dernièrement beaucoup de communication de la part des spécialistes de la santé sur les dangers de ces produits. Je parle des corticoïdes, des comprimés corticoïdes qui sont vendus, qui permettent aux femmes de gagner en corpulence. Et la plupart qui font ces pratiques ne comprennent pas quelles sont les conséquences sur la santé de leur comportement alimentaire. Merci beaucoup, Dr Fatou Ndiobasila. Une autre intervention? Je vous transmets également les félicitations de M. Niang Arona. Je crois qu'il a beaucoup apprécié les échanges que vous avez actuellement, que nous avons actuellement sur ces questions. Je voudrais peut-être revenir au chef Diémé, s'il est toujours là. Et je lui repose en fait la même question. Vous avez dit qu'est-ce qu'un Sérère va avoir dans le foie gras? Qu'est-ce qu'un Français va avoir dans le Ngourban? Bon, apparemment, le docteur Diémé, le chef Diémé n'est pas là, parce que j'aimerais bien savoir si lui, parce que voyant son parcours de chef, est-ce qu'il se dit, au fond, cette question pour les Sérères, est-ce que ça se pose également pour les Européens? Peut-être que revenir un peu sur Madame Lee, je retiens Madame Professeur Lee, Docteur Lee, qu'il y aura donc une journée du Tchakar le 15 novembre, je crois, au parc de Djoudj. Ça, j'espère avoir le temps et la santé pour y être. Non pas pour aller me gaver de Tchakar, les Ndioben là, rassurez-vous, mais simplement pour valoriser un mets et me rappeler que quand j'avais 7 ans, moi c'est quand j'avais 7 ans que je l'ai découvert, et c'est à la suite d'une pénurie. S'il n'y avait pas eu cette pénurie de riz à l'époque, peut-être que je n'aurais jamais vu ça. Et je pense que... Mais donc, Madame Lee, est-ce que vous-même, vous êtes dans le cas de SICAS, comment vous travaillez un peu et quel apport vous pouvez avoir justement pour vulgariser toutes ces choses dont on a dit au-delà de la digitalisation? Est-ce que vous pensez qu'il y a de l'avenir même dans ces régimes alimentaires sains au Sénégal que nous voulons promouvoir quand on met aussi en relation les questions économiques par rapport à ça? Ok, merci beaucoup. Oui, je pense qu'à SICAS, pour nous, ce sont des produits très intéressants parce que maintenant, ce qu'on essaie de développer, je ne sais pas si vous le savez, en ce moment, il y a beaucoup le concept de cuisine médicale qui est en train d'être développé, qui est très développé en ce moment aux États-Unis du fait de toute la problématique de l'obésité, en Italie où il y a une faculté qui fait ça, et il y a beaucoup de facultés de médecine qui ont commencé à l'intégrer en dehors de la nutrition. Ça, c'est vraiment le volet de la cuisine où c'est médical, c'est assez diététique. Et je crois que c'est ce qui est déjà en train d'être fait, hein, d'être fait. Par exemple, ce qui a été fait avec ces recettes, c'est des choses qu'on peut justement intégrer. Et juste pour dire qu'à SICAS, pour tenir compte même de ces opportunités, comme vous le savez, il y a un concours culinaire avec des chefs cuisiniers et des amateurs qui va se passer à l'hôtel Amaryllis en novembre. J'ai un peu oublié la date, peut-être chef Diémessé. Et donc, nous avons mis des restauratrices qui travaillent en même temps sur l'anthropologie alimentaire, donc tout ce qui est cuisine traditionnelle, pour qu'elles participent en tant qu'étudiantes amateurs à ce concours. Mais pour nous, l'idée, c'est justement de valoriser tout ce qui a été produit, la cuisine locale, et de pouvoir apporter des recettes qui sont assez innovatrices. Et parmi les recettes qui seront d'ailleurs développées là-bas, il y en aura à base du tchakar, à base du moulinak aussi, qui est la farine composée avec des produits locaux que SICAS produit déjà, pour voir comment on peut faire d'autres desserts en dehors de faire juste de la bouillie, comment elle peut être utilisée. Et donc, nous allons participer à ça. Je sais qu'aussi, il y a tout un atelier culinaire qui va se passer avec l'ADPME. Et justement, c'est là qu'on encourage, par exemple, les chefs cuisiniers, les restaurateurs à aller justement, lors de ces ateliers, voir comment aussi ils peuvent présenter justement ces recettes qui sont déjà là, qui
à la limite, peuvent déjà faire partie de tout ce qui est le concept de cuisine médicale, parce que c'est des recettes étudiées par une équipe multidisciplinaire où on sait à quoi ça sert. Et ça, ce sont des applications concrètes. Et pour nous, c'est ça. Et pour nous, à SICAS aussi, on envisage, on avait commencé avec un centre qui s'appelle No Fly Center, un centre du Bénin, à organiser des petites masterclass de cuisine où les gens sont prêts à payer et viennent pour qu'on leur montre les méthodes de cuisson qui sont des cuissons qui peuvent être assez diététiques. Et c'est là que nous, par exemple, à SICAS, on est en train de développer des marmites en terre cuite, puisque dans la tradition, c'est la cuisson à l'étouffée. On utilise à base d'argile locale pour en faire des mets qui gardent la saveur, qui en même temps gardent un peu plus de vitamines. Parce que comme vous le savez, quand on fait la cuisson dans tous ces bols en aluminium, on perd beaucoup plus que quand c'est dans la cuisine avec la terre cuite. Donc ça fait partie des choses que nous sommes en train de développer. L'environnement n'est pas très, très facile parce qu'il faut trouver des gens bien formés, certifiés pour pouvoir produire ces marmites de qualité plutôt que de les importer de pays comme le Bénin ou le Maroc ou même l'Inde, où c'est déjà des traditions culinaires très intéressantes. En Asie, dans certains pays, l'Asie du Sud-Est l'utilise beaucoup. Et donc, on sait qu'ils ont une tradition culinaire assez intéressante. Et nous aussi, c'est la même chose. Donc, c'est des choses qu'on peut valoriser. Et pour la table de composition des aliments, pour moi, c'est quelque chose qui aide beaucoup, comme je vous l'ai dit, puisque je suis dans la production agroalimentaire. J'ai l'intention d'aller vers des compléments alimentaires à base de farine de souchet. Et tout ça, ça peut aider à raccourcir un peu le processus de faire l'identification des valeurs nutritionnelles. Donc, pour nous, c'est quelque chose d'intéressant où on va aller directement à l'application. Merci. Encore une fois, merci beaucoup, Madame Lee, pour cette intervention inspirante. Chérie, vous pouvez fermer votre micro, s'il vous plaît. Youssou, oui. Donc, merci encore, Madame Lee, pour cette intervention. Je pense que vraiment, ce que vous dites là, tout doit être encore digéré par nous-mêmes, par tous ceux qui travaillent sur ces questions-là. Je pense que c'est des perspectives extrêmement intéressantes que vous donnez. Je ne sais pas si Yann Hopwood, qui suit toujours les séminaires de CRES, est là. Votre idée également de quiz Moi, j'ai vu mon épouse aller payer, effectivement, je ne sais pas où, hein, pour apprendre à cuisiner de façon, comme vous dites, terre cuite, nutritionnelle, etc., etc. Et je pense que c'est des choses excellentes qu'il faut développer dans la vie. Je reviens un peu au chef Youssouf Djemé, s'il est là. Je reviens à ma question, Youssouf. Qu'est-ce qu'un Toubab va faire dans le Ngourban? Si le serreur ne va pas dans le foie gras, est-ce que le Toubab va aller dans le Ngourban? En tout cas, belle question. Le Ngourban est plus consommé ailleurs qu'au Sénégal. Ah bon? Ah oui, oui, oui. Je vous donne un exemple. À l'ambassade de France, nous ne faisons que de la cuisine locale. Tous les produits, aucun produit ne vient d'ailleurs. Aucun produit. En même temps, nous sommes dans la cadence de la souveraineté alimentaire, je peux dire, depuis même une dizaine d'années, parce que moi, j'ai fait 32 ans là-bas. C'est vrai que je voyage beaucoup, c'est vrai que je bouge beaucoup. Un Breton ou quelqu'un d'autre, un Alsacien dans le Ngourban, c'est plus dans la découverte. D'abord, ça c'est un premier aspect. Maintenant, il découvre que scientifiquement, il retrouve sa santé là-dedans. Et comme je vous ai dit au départ, au niveau des chefs, il y a deux aspects qui sont très importants pour l'aliment au niveau africain. Un, c'est les enjeux de la faim. Deux, c'est les enjeux nutritionnels pour régler, comme Madame Dr Maïmouna Ali l'a dit, pour problèmes de santé. Et on travaille sur ça. C'est seulement le problème de la cuisson. Avec quel ustensile? Comment le faire? À quel moment? Combien de temps? C'est ça qui rend la chose. Ou c'est le bonheur ou c'est le malheur. Voilà ce que je pouvais dire par rapport à ça.
le gourban et le blanc ou l'américain? Merci beaucoup, Chef Djemé. Donc, ça nous rassure de savoir que finalement, les étrangers utilisent beaucoup plus nos produits que nous, et parce que nous pensons que spaghetti, ça vaut mieux qu'un gourban, alors que, effectivement, gourban. Alors, il nous reste 5 minutes seulement pour clore, et je pense que tout le monde a été content de vous entendre parler. Je ne peux pas ne pas revenir au chat un peu pour dire que à Madame Colette Niémé-Faye, qui fait une licence en nutrition humaine à l'INSEP, merci pour cette belle présentation très enrichissante. Ma question va au docteur Diagne. Docteur Diagne, donc noté, après je vous donnerai 30 secondes après pour répondre. Concernant le patrimoine culinaire, comment se fait le choix des recettes? Est-ce que vous avez tenu compte des différentes ethnies, par exemple? Merci. Alors, une autre question de la part de Pabba. Qu'en est-il du rôle de l'État dans l'importation des huiles comme l'huile de palme, largement utilisée dans nos cuisines, alors qu'on dit qu'elle n'est pas adaptée à notre manière de cuisiner, chaud et long? La réglementation sur les condiments qui ne semble pas du tout sain. Ça, je pense que monsieur le professeur pourrait dire un mot. Et créer un marché local, donc créer un marché local d'une meilleure alimentation des jeunes. Bon, ça, je pense que ce qu'on parlait de civilisation, comment promouvoir tout ça. Moussaba, qui est étudiant en gouvernance territoriale et développement local à UCAD IGT, dit comment aujourd'hui amener les jeunes à changer leur mode d'alimentation pour une meilleure nutrition. Vaste programme, vraiment, que je donnerai à la fin à Dr Fanta Sila. Donc, je voudrais vraiment remercier toutes les personnes qui ont intervenu, soit par chat, soit directement. Je vais donner la parole pendant 1 minute au professeur Nicolas Aïssou, s'il veut dire quelque chose. Ensuite, au docteur Ahmed Diagne, avant de revenir au docteur Fantasila. Donc, professeur Nicolas Aïssou, si vous voulez dire quelques mots de conclusion, ça nous fera plaisir. À vous la parole. Merci Monsieur Ndiaye, pour avoir modéré donc, ce webinaire. Alors, les questions, il y a beaucoup de questions qui ont été posées qui sont toutes intéressantes et qui pourraient véritablement animer donc, le débat. Franchement, moi, j'ai vu le temps, je n'ai pas vu le temps passer. Je pense que si on pouvait continuer, ça aurait été bien pour tout le monde. La discussion serait très, très, très enrichissante. Alors, le mot de conclusion, c'est que, effectivement, nos habitudes alimentaires dépendent. Et pour revenir aux bonnes pratiques alimentaires d'antan, on ne peut passer que par l'éducation. Ça va être très difficile. Si aujourd'hui nous prenons le riz comme aliment de base, alors que notre aliment de base, il y a, comme vous l'avez dit tout à l'heure, il y a 50 ans, 60 ans, c'était le mil. Cela veut dire que quelque part, il y a une politique d'inversion de nos habitudes alimentaires qui a été mise en place de façon très passive. Et petit à petit, de génération en génération, le riz nous a été imposé. Et c'est normalement de la même façon que nous devons contrecarrer cette contre-évolution en nous basant sur l'alimentation des jeunes dans les cantines scolaires, à la maison, l'éducation à tous les niveaux, à la maison, dans les systèmes des structures de formation où il y a une possibilité de donner à manger aux enfants. L'utilisation, vous avez donné tout à l'heure l'exemple du beignet dougou. On peut utiliser des créneaux non officiels comme ça pour inciter les gens à aller vers les produits. Et puis, dans nos habitudes, dans nos pratiques de tous les jours, intégrer donc ces aliments locaux-là pour inverser la tendance et démontrer aux jeunes qu'il y a mieux que ce qu'ils sont en train de manger. Alors moi, je rêve tout simplement, comme disait Martin Luther, I have a dream, le rêve qu'on ait un programme gigantesque, coordonné peut-être par le CRES ou bien par je ne sais n'importe quoi, un programme gigantesque où
on intégrera dans toutes les familles, on imposera dans toutes les familles au moins 2 aliments locaux, 2 mets locaux par semaine, et que chaque famille puisse s'engager à le respecter selon ses moyens et selon donc les différents goûts de chaque famille. Et petit à petit, je pense que ce sera sur 50 ans encore qu'on reviendra à de bonnes habitudes et avoir une souveraineté alimentaire. Voilà ce que je voudrais rajouter. Je vous remercie. Merci beaucoup, professeur Nicolas Ayessu, pour ces mots de conclusion qui sont inspirants et qui tracent effectivement l'avenir. Docteur Ahmed Diagne, qui avait parlé de patrimoine culinaire et nutrition au Sénégal, à vous la parole pour 1 minute, un peu pour vos conclusions et répondre justement à la petite question sur est-ce que vous avez tenu compte des ethnies, de toutes les ethnies du Sénégal. Je suppose que oui, mais je vous laisse conclure, monsieur professeur Diagne, docteur Diagne. Merci beaucoup, M. Ndiaye. Je pense qu'il y a 3 questions. Une question relative au Thiéboudienne, je pense que c'est M. Max Bill qui a posé cette question. Une deuxième sur les huiles et une troisième sur, évidemment, la représentativité, si vous voulez, du livret, ou bien en tout cas le choix donc, des recettes. Alors, par rapport à la question de M. Max Bill sur le Thiéboudienne, oui, en principe, le Thiéboudienne, c'est un plat qui est normalement équilibré. Donc, c'est une association d'aliments d'origine animale et végétale. Et en général, dans ces associations, donc, on a vraiment un repas équilibré, donc souvent riche en protéines complètes, en fibres, vitamines et minéraux. Mais malheureusement, l'analyse nutritionnelle que nous avons fait sur le Thiéboudienne, mais également les autres plats qui sont préparés au niveau des ménages, c'est qu'il y a vraiment des points de déséquilibre. Donc, déjà, il y a beaucoup d'excès, notamment de gras, d'excès également de sel, mais aussi par rapport aux bonnes pratiques culinaires, on a constaté également souvent que au niveau des ménages, les gens ont l'habitude par exemple, de tremper les légumes, donc ce qui est vraiment déconseillé. En plus, les légumes sont trop cuits. Donc, vraiment, il y a tous ces problèmes. Et donc, c'est pourquoi d'ailleurs, en tout cas, c'est un des objectifs de ce livre de recettes, c'est vraiment de corriger donc, tous ces points donc, de déséquilibre, tout en vraiment, sans en tout cas modifier les caractéristiques organoleptiques des différentes recettes. Et donc, oui, le Thiéboudienne équilibré, mais mal préparé au niveau donc, des ménages et certainement aussi au niveau donc, de la restauration. Alors, il y a une question par rapport aux huiles. Oui, en fait, il y a des huiles d'assaisonnement et des huiles de cuisson. Donc, au Sénégal, parfois, les gens utilisent des huiles d'assaisonnement pour préparer donc, des repas. Donc, on les utilise comme des huiles de cuisson. Par exemple, on sait que l'huile de colza, c'est une huile qui n'est pas du tout adaptée, par exemple, à la cuisson. Donc, c'est une huile d'assaisonnement. Donc, c'est important vraiment de connaître, évidemment, ces différences-là. Vous avez également parlé de l'huile de palme. Donc, l'huile de palme, c'est une bonne huile, hein, donc riche en vitamine A, bon, entre guillemets. Donc, tout dépend de la fréquence donc, de consommation, mais attention, c'est une huile également qui est riche en acides gras saturés. Donc, ce n'est pas une huile de cuisson, donc on peut l'utiliser, mais ce n'est pas une huile de cuisson. Donc, souvent, c'est juste, donc, on la met comme huile, on l'utilise comme huile, si vous voulez, donc d'assaisonnement. Donc, mais tout dépend de la fréquence donc, de consommation. Alors, par rapport à la question sur est-ce qu'on a pris en compte les ethnies, je ne dirais pas les ethnies, mais plutôt les raisons. Donc, l'étude, comme je l'ai dit au début, on s'est basé sur l'enquête sur la consommation alimentaire, donc qui a été menée par Crèche et ses partenaires, notamment FAO et l'ARNA. Donc, c'est une étude représentative au niveau national. Donc, vous verrez que dans le livret, moi, il y a des plats que je ne connaissais pas. Je ne connaissais pas parce que c'est des plats du sud, d'autres c'est des plats du nord, etc. etc. Et d'ailleurs, quand on faisait l'évaluation sensorielle, pour certains plats, c'était un peu difficile de trouver vraiment des
des testeurs qui vraiment connaissent ces plats, parce que c'est important pour pouvoir apprécier si le plat est dénaturé ou pas par le panel de testeurs. Il faut que les testeurs connaissent le plat. Donc, du coup, parfois, c'était un peu difficile, mais heureusement, comme nous étions dans un milieu universitaire, donc avec une diversité ethnique des gens qui viennent un peu partout, c'était pas très compliqué parfois de trouver donc des gens qui connaissent donc ces plats-là. Évidemment, pour dire que évidemment on a pris en compte évidemment donc cet aspect-là. Donc je m'arrête là et je remercie tout le monde, et notamment également le CRES et tous ces partenaires financiers comme techniques. Merci, M. Ndiaye. Merci beaucoup, Dr Ahmed Diagne, encore une fois pour ces réponses et ces précisions importantes. J'en profite pour remercier Enea Clémenceau. C'est toujours gentil de voir des gens qui disent dans le chat c'était intéressant. Donc, Madame Enea Clémenceau, je ne sais pas si vous avez des liens de famille avec Clémenceau et le porte-avions Clémenceau. Donc, mais enfin, je n'irai pas jusque-là. Donc, je voudrais également remercier tous ceux qui ont participé, toutes celles qui ont participé, Dr Diagne, professeur Nicolas, Maïmouna Ali, vraiment, qui a été inspirante, ainsi que Chef Djemé, qui nous ont appris pas mal de choses. Donc, pour les mots de conclusion, les takeaways, ce qu'on doit retenir, les prochaines étapes, je vais demander à Madame Dr Fanta Silla, qui a donc fait la première présentation, et je dis que c'est un peu la gourou de cette recherche. Je crois que c'est elle qui dirige ça, si je ne me trompe. En tout cas, qui va donc faire la synthèse globale très rapidement de ce qu'il faut retenir et nous parler des prochaines étapes. Et évidemment, comme le professeur Abdoulaye Diagne n'est pas là et nous lui souhaitons vraiment prompt rétablissement, elle fera les mots de remerciement et de clôture de ce webinaire. En tout cas, moi, je vous remercie pour votre discipline et pour votre intérêt que j'ai constaté pendant toutes ces 2 heures 9 minutes que nous avons passé agréablement ensemble et qui nous a permis de découvrir pas mal de choses, notamment le Thiebou Tchakar. Et donc, je donne la parole au Dr Fanta Ndioba Silla. Merci beaucoup, Monsieur Ndiaye. Merci à tous les participants pour leurs interventions de qualité. Toutes les présentations qui ont été faites ici, en ce qui concerne la table de composition des aliments, le livre de recettes et la présentation sur le rôle du genre et des pratiques alimentaires dans la montée des prévalences des maladies non transmissibles ont tous été faites dans l'objectif de transformer les environnements alimentaires au Sénégal, les rendre plus sains et pour permettre aux consommateurs d'accéder à des aliments nutritifs et d'améliorer la santé des populations. Donc, ces résultats seront largement disséminés à travers plusieurs canaux de dissémination. C'est pourquoi, dans les prochaines étapes, nous avons prévu de concevoir une plateforme web qui mobilisera l'ensemble des résultats du projet. Donc, la plateforme sera disponible et vulgarisée. Nous avons aussi prévu d'organiser une série d'ateliers de dissémination des résultats du projet. Il y aura par exemple un atelier où nous allons présenter la table de composition des aliments, le livre de recettes. Mais en parallèle, il y a des rapports de recherche que nous avons produits concernant la consommation des Sénégalais. Il y a un papier, par exemple, sur le panier de consommation optimal que les Sénégalais devraient adopter. Donc, ces ateliers nous permettront de disséminer ces résultats. Dans les langues nationales aussi. Oui, effectivement. Nous sommes en train de produire une série d'outils de communication, à savoir des fact sheets, des notes de politique, des capsules vidéo. Il y a aussi des podcasts que nous sommes en train de produire. Et dans les prochaines étapes, nous allons diffuser largement ces outils de communication à travers différents canaux, que ce soit sur les sites web, sur les réseaux sociaux, sur les radios ou bien les télévisions. Nous allons aussi rédiger un ensemble d'articles scientifiques sur différentes thématiques, y compris
le rôle des femmes, les pratiques alimentaires les normes de genre, le rôle des femmes dans l'alimentation des Sénégalais. Donc, ces articles seront soumis et publiés dans des revues scientifiques internationales. Nous avons aussi prévu d'élaborer des projets de documents de réforme sur la réglementation, sur la teneur en sel, sucre et matières grasses, et aussi une réglementation sur la révision de la fiscalité pour décourager la consommation des aliments malsains par la taxation et encourager la consommation des aliments sains par les subventions, par exemple, sur les fruits, sur les légumes, sur d'autres aliments nutritifs. Il y a également une étude, une analyse en termes d'économie politique de la transition nutritionnelle vers les régimes alimentaires sains au Sénégal qui est en train d'être conduit. Donc, l'ensemble de ces résultats, comme je l'ai dit, seront diffusés à travers différents canaux que nous avons identifiés. Donc, pour terminer, je vous remercie au nom du Consortium pour la recherche économique et sociale et de son directeur exécutif, le professeur Abdoulaye Ndiaye. Un grand merci à monsieur Ndiaye pour avoir modéré cette session avec rigueur et bienveillance. Nos sincères remerciements vont également aux participants qui nous ont consacré leur temps pour suivre ce panel, ce qui témoigne de leur intérêt grandissant pour les systèmes alimentaires. Nous exprimons également toute notre gratitude aux panélistes ainsi qu'aux discutants pour la qualité de leurs interventions ainsi qu'à nos partenaires. Il s'agit du CRDI et de la Fondation Rockefeller, de Global Development Network et du Forum pour l'autonomisation économique des femmes, dont l'appui a permis de rendre possible cet exercice de dissémination des résultats. Donc, toutes les présentations qui ont été faites lors de ce webinaire seront partagées avec vous. Donc, nous vous donnons aussi rendez-vous pour les prochains webinaires. Le prochain webinaire portera sur l'espace budgétaire, un espace budgétaire pour la protection sociale au Sénégal. Merci à toutes et à tous et à bientôt. Voilà, je vous remercie donc, madame. Je me réjouis de la photo derrière Dr Maïmouna Ly, un joli tableau d'une dame, je crois. Je croyais que c'était Antali, mais Ante Germaine, c'est pas ça. En tout cas, ça a été plaisir de... Ah, c'est Yacouba. Ah, donc ça... Mais vous êtes Saint-Lusien, vraiment Saint-Lusien, hein? Ah donc, oui, vraiment. Nous nous applaudissons tous et nous vous disons à la prochaine séance. Merci Nicolas, merci Dr Diagne, merci Diémé, merci Yogo, merci Patrice Simel et tous les gens de Grèce et à bientôt. À bientôt.